Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on allait continuer sur l'implémentation de ce truc-là, parce que ça a beaucoup de sens. Donc, si j'essaye un petit peu de, de schématiser, euh, bon, j'ai pris 2 minutes pour faire un petit diagramme. Donc, pour rappeler un petit peu, on va dire qu'il y a une application Tinder dans laquelle, en gros, on peut s'inscrire, ça on s'en occupe pas. Et à un moment, il y a l'application Tinder où on peut faire des matchs. Donc, tu swipes à gauche ou à droite pour dire. Voilà. Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir que l'application Tinder elle puisse communiquer avec une API et que cette API-là, bah, elle ait une base de données dans laquelle, en gros, il y a des utilisateurs et des matchs potentiels. Voilà. Et donc, en gros, l'application Tinder, elle va, grâce à l'API, aller récupérer les matchs potentiels et elle va te les afficher. Et puis, en fonction de ce que l'utilisateur fait, elle va swiper soit dans un endroit ou dans un autre. Et ça va sauvegarder dans la base de données grâce à l'API. Sauf que pour que ça fonctionne, comme je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, si supposons qu'il y ait 7 milliards d'utilisateurs là-dedans, bon, 7 milliards d'utilisateurs, s'il faut calculer tous les matchs possibles, ça fait 7 milliards au carré, ça fait, il va nous falloir plus que l'âge de l'univers pour calculer tous les trucs possibles et inimaginables. On va essayer d'optimiser un petit peu. Et pour ça, en fait, on va pas, à chaque fois que on fait un call ici, se reposer la question de quels sont les matchs potentiels. On va avoir une autre application qui, en gros, on appelle souvent ça des workers quand il y a des applications qui font ça. Donc un worker, c'est un travailleur en français. Hein. Et en gros, c'est une application qui tourne dans le fond, soit tout le temps, soit régulièrement, et qui en gros fait du travail. Ça, c'est un worker de manière générale. Et quel va être son travail? Ça va être de récupérer des utilisateurs et sur base de ces utilisateurs, de calculer des matchs potentiels et de les insérer ici dans la base de données. Et finalement, quand l'application Tinder va se charger, elle ne va pas, au travers de l'API, se demander tous les matchs possibles et inimaginables. Elle va aller dans une table, dans la base de données ici, où il y aura déjà toute une série de matchs à proposer, de matchs potentiels. En gros, c'est un peu ça l'idée. Dans les grandes lignes, ça doit certainement fonctionner à peu près comme ça. Bon, il y a deux, trois petits trucs qui se complexifient un peu par-ci par-là, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça qui doit certainement se passer aussi pour l'application Tinder. Et donc, nous, ce qu'on avait fait la semaine passée, ou jeudi plutôt, c'est qu'on s'était intéressé à ça ici, et même à une classe en particulier, qui est vraiment le service business qui va réellement faire l'opération d'orchestrer un petit peu le tout et de calculer les matchs, etc. Dans le but, in fine, de les sauvegarder ici. Bon, on voit assez bien que du coup, cette application-ci est dépendante de la base de données. Et donc, comme j'avais dit la fois passée, dès qu'on dit qu'il y a une dépendance, le premier truc qui doit arriver, c'est on doit faire de l'injection de dépendance pour être capable de la tester. Ça va nous permettre du coup d'injecter une version moquée de la dépendance vers la base de données et de créer des situations de test qui nous arrangent bien. Et voilà quoi. Et ces situations de test, on va pouvoir donc la fameuse règle des 3 A, donc le arrange, act, assert, où en gros arrange c'est on va créer une situation qu'on veut tester, act on va tester et assert on va vérifier le résultat. Voilà. Donc pour être capable de faire cette injection de dépendance, on va d'abord devoir définir une interface. Notre interface, c'est grâce à elle que notre service il va être capable d'attaquer notre base de données. Il y aura éventuellement une autre interface pour sauvegarder les matchs, ou j'en ai pas fait deux, je sais plus, ça dépend un petit peu. Voilà, mais disons l'idée c'est d'être capable d'injecter la dépendance vers ça. Et donc quelle forme ça prend? Si je regarde un petit peu, donc ma fameuse interface, elle est ici. J'ai un DB repository qui me permet sur lequel j'ai défini toute une série d'actions qui me semblent être utiles, dont le store match, dont le get user, etc., etc., etc. Et j'avais fait toute une série de tests unitaires. Hop. Donc les tests, ils consistent à chaque fois avoir un mock qu'on va injecter du coup à notre match processor.
grâce à ce mock, on va être capable de recréer la situation dans laquelle on veut faire nos tests. Et donc ce programme-ci, on peut faire tourner tous les tests. Et voilà, on voit bien que tous les tests ont marché, et des petits V partout, etc. Ici aujourd'hui, pour essayer quand même de bien inscrire tout ça dans un contexte qui existe vraiment, on va essayer de modéliser notre base de données, de faire en sorte qu'il y ait une vraie base de données derrière. Donc pour ce faire, la fameuse interface IDB Repository, on va l'implémenter. Donc pour ça, j'avais déjà prévu un dossier data dans lequel j'avais déjà prévu une classe DB Repository, mais tout est en commentaire, on va faire ça aujourd'hui. Comme ça, on va vraiment avoir fait une toute petite application, mais dans laquelle il y a vraiment l'entièreté de tout ce qui doit être fait. Et au passage, on va pouvoir rejouer un petit peu avec Entity Framework. Je vais montrer une autre manière aussi d'utiliser les bases de données, mais on va y revenir dans quelques minutes. Donc ça ici, je vais virer tout ce qu'il y avait. Je vais venir ici, je vais faire CTRL point virgule et je vais lui demander d'implémenter ce qui manque. Alors l'interface doit certainement être différente chez vous, parce que, chez toi, chez vous, parce que moi j'ai le fameux outil ReSharper qui me permet que ce soit plus simple. Bon, voilà. Sushi. Voilà, donc en gros il m'a généré les 3 méthodes ici qu'on avait définies dans notre IDB repository. Il me les a générés, mais dans les 3 méthodes, on lance une exception. Donc en gros, lancer une exception, c'est lancer une erreur. Et l'exception, c'est quoi? C'est not implemented exception, donc c'est en gros, c'est pas implémenté. Donc ça veut dire qu'on doit faire le boulot. Alors ici, en gros, on en arrive à devoir utiliser le DB contexte. Là, on est dans la classe qui a la responsabilité d'accéder aux données. Ok. Donc, on va le faire, notre fameux DB contexte. Et cette fois-ci, on va le faire différemment. La fois passée, on avait fait un scaffold DB contexte. En fait, il y a 2 manières d'utiliser Entity Framework. Si je me dis que j'ai une base de données et une application, il y a un modèle qui est celui qu'on avait fait la fois passée, qui s'appelle Database First. C'est-à-dire, on fait d'abord notre base de données, et puis ensuite, on réplique ça dans notre programme. Comment est-ce qu'on le réplique? On fait la fameuse commande scaffold DB context. C'est là qu'on va répliquer ce qui existe dans notre base de données, on va le répliquer ici dans notre application. Il y a une autre manière de faire qui est du code first. Donc, je répète, database first, c'est ce qu'on a fait la fois passée. L'autre manière, c'est code first. Et c'est ce qu'on va faire ici, comme ça au moins vous aurez vu plusieurs manières d'utiliser Entity Framework. C'est vrai que maintenant la mode c'est plus de faire du code first, mais ça dépend en fait. Parce que quand tu démarres d'un nouveau projet, c'est toi qui choisis. Mais souvent, les bases de données existent déjà et donc tu n'as pas trop le choix, tu dois faire du database first. Donc, en général, pour les nouveaux projets, on fait plutôt du code first. Mais pour les projets qui doivent s'attaquer à des bases de données qui existent déjà, on fait plutôt du database first. Ce qui est logique, vu que la DB existe déjà, on n'a pas le choix. Donc là, ici, en fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais moi-même créer le DB contexte. Ici, je vais rajouter une classe et je vais l'appeler Tinder DB context. C'est une classe qui doit hériter de DB context. Ici, je ne l'ai pas, le DB context. Quand je fais CTRL point virgule, il me dit de créer la classe DB context. C'est pas ça que je veux. Ça m'indique qu'il me manque le package Nugget de Entity Framework. Donc, package Nugget, je rappelle, c'est en gros c'est une librairie qui est disponible sur Internet et dont on va pouvoir. Vidéo, tu avais déjà. Voilà, c'est ça. Et donc ici, en gros, je viens ici et je vais faire Entity Framework Core. Et donc, je vais prendre ça. Bon, je vais déjà prendre le SQL Server, vu qu'on va utiliser du SQL Server. Le premier et le deuxième. Il faudra aussi prendre le truc Tools. Donc il y en a 3. De toute façon, tout est dans la vidéo. Donc les tools, on en a besoin. Donc, juste en 2 mots, Entity Framework Core, c'est bien ce que ça indique. C'est le core d'Entity Framework. Entity Framework SQL Server, en fait, c'est une injection de dépendance de SQL Server d'Entity Framework Core.
Donc en fait, Entity Framework, il a plein de trucs déjà de base, et après il va être capable de s'adapter à plein de types de bases de données différentes. Donc nous on utilise SQL Server, donc c'est pour ça qu'on doit installer ça, mais on pourrait utiliser d'autres choses, et on n'aurait pas besoin de modifier notre code, ou très très peu. Et Entity Framework Core Tools, là c'est pour avoir les tools dans le package manager console ici. C'est des outils, hein, c'est Ouais, ça. tout le scaffold DB context, tout ça. Ça c'est les tools. Donc voilà, les 3 packages, hop, hop et hop. Maintenant que j'ai fait ça, normalement si je fais CTRL point virgule, il va me proposer d'importer ce qui manque. Voilà. Donc, voilà, ça c'est de base. Donc ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant on fait du code first, c'est pas du database first. Et donc ça ici, ça représente ma base de données. Ok? C'est une classe qui représente ma base de données. Ma base de données, moi qu'est-ce que je veux? En gros, hein, si on se souvient de l'analyse, il y a essentiellement 2 tables, une table d'utilisateur et une table avec des matchs. Ok, donc c'est ce qu'on va vouloir faire ici. Si tu te souviens, on avait déjà créé des classes pour modéliser ça. Eh ben, on va pas être obligé de recréer des nouvelles, et c'est un des intérêts. De quoi? On va les appeler. Ouais, c'est ça, on va les utiliser. C'est un des avantages d'utiliser du database first, du code first, pardon, c'est qu'au moins quand on a des classes qui existent déjà, on peut déjà s'en servir, et donc on va continuer à s'en servir dans tout le reste de notre programme, et on pourra s'en servir ici aussi. Il y aura peut-être 2-3 petites modifications, mais en gros, on va pouvoir s'en servir. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est à chaque fois créer des propriétés. Désolé, je digère. Et à chaque fois, les propriétés. Donc, pourquoi est-ce que je veux créer une propriété? Ici, c'est pour rajouter une table dans ma base de données. Donc, je rappelle, ça, c'est ma base de données. Enfin, c'est une classe qui représente la base de données. Ma base de données. Et chaque propriété, c'est une propriété qui va représenter une table dans ma base de données. Ouais, une table, pas une colle. Non, une table. Ok, d'accord. Et donc, comment est-ce que je fais pour dire que c'est une table? Eh bien, je dis que c'est un DB7. Et ensuite, je dois lui dire le type que c'est. Et donc là, ici, ça va être user. Et l'autre, ce sera l'autre classe. Voilà, c'est ça. D'accord. User. Hop. Et ici, il va y avoir un autre qui va être potential match. Et ici, on va dire. C'est un peu comme avec le site e-commerce, quand on met ici, nous on met le produit, on met le nom de la table. Oui, C'est ça. C'est le nom de la table. Si je reprends l'exemple du. Mais je ne sais pas si je l'ai ici. Product API, c'est peut-être ça. Qui va bien. Je vais juste brancher mon PC parce que. Donc mon product API, donc on avait voilà, ici on avait le product context. Et en fait le product context, donc ça c'est ce qui a été généré quand on a fait le scaffold. Mais tu vois, il y a déjà bien une propriété ici, product du type DB7. Donc c'est la même chose en fait. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Donc ça, c'était juste pour info. Ouais. Donc, il y a quand même 2-3 petites choses à faire quand on veut faire en sorte qu'une classe, ici, devienne une table. C'est la même chose qu'en SQL, il lui faut un ID. Donc ici, je vais lui rajouter un propre. Ici, tu te souviens, donc l'équivalent d'unique identifier en SQL, c'est un GUID. Et donc ici, je vais mettre que ça, c'est l'ID. Voilà. Alors ça, comment est-ce qu'il sait que ça va vraiment être l'ID? En fait, c'est une convention. Quand il va trouver une propriété qui s'appelle ID, et il va considérer que c'est l'ID et que c'est la primary key en SQL et tout. Okay. C'est une convention, donc il suffit qu'il y ait... Donc lui-même lui met une valeur alors? Ouais, il va... Enfin, non, lui mettre une valeur, non, ça c'est autre chose, ça on va devoir le mettre nous-mêmes, mais par contre lui-même il comprend que c'est la primary key de la table user qu'il a créée. Ok. Et donc on va faire la même chose au niveau des potential match. On va lui mettre un ID. Et alors potential match, ça va lier 2 utilisateurs. Et donc il va lui manquer aussi les fameux 2 utilisateurs qui sont liés. Donc alors user et puis user B. D'accord, donc ça lie 2 utilisateurs. Hein. J'ai mis A et B, on aurait pu mettre 1 et 2. Voilà. Voilà. Donc, petite info, ici j'ai créé une propriété dont le type est une classe. Je peux le faire parce que cette classe-là, donc
je vais te montrer un petit peu, parce que ça, il faut quand même un petit peu le comprendre. Mon TinderDB contexte, il est là. Alors je vais mettre ça ici sur le côté, s'il veut bien. Voilà. Et je vais mettre ça ici en dessous. Il veut pas. Bon, on va faire comme ça. Donc, là ici, en gros, ce que je dis, c'est que j'ai un user A et un user B qui sont du type user. User, c'est bien ma classe que j'ai ici. Je peux utiliser cette classe-là comme propriété parce que cette table-ci, enfin cette classe-ci et cette classe-ci, toutes les deux existent comme DB7 au niveau de mon DB contexte. Donc ça veut dire que mon DB contexte, je rappelle, c'est la modélisation de ma base de données, ça veut dire que je lui ai bien dit, il y a une table user et il y a une table potential match. Donc ça veut dire que je peux avoir des propriétés qui vont de l'un vers l'autre parce que lui, il va retrouver ses petits dans la base de données. Ouais, en gros, ça veut dire... En gros, si je peux... quand tu dis par rapport à la base de données, en gros, c'est les propriétés de la base de données. Enfin, j'essaie de... Non, en gros, il va générer des foreign keys. Tu te souviens quand je t'ai expliqué que quand tu veux mettre un product et une catégorie, et je t'ai dit qu'on pouvait faire une foreign key en SQL. Ouais. Donc en gros, c'est que dans la table product, tu as un category ID. Okay. Ah, c'est ça en fait. Ouais, voilà. Okay, en gros, ici, il va créer un user A ID et un user B ID. Mais on va le voir. On va aller voir dans SQL exactement ce qu'il fait. Mais en gros, on peut utiliser ici le type user parce que cette classe user est bien un autre DB7. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Si tu veux, donc, en gros, un potential match. On est d'accord que c'est entre deux utilisateurs. Oui. Donc un potential match, il faut qu'il ait l'identifiant de l'utilisateur A, l'identifiant de l'utilisateur B. Ça oui, ça je comprends. C'est là qu'on dit qu'il y a un match potentiel. Ok. Et bien ça, ce lien-là, on va pouvoir le recréer dans la base de données parce que ces deux types-là. On aura une table user et une table potential match. Ok, d'accord. Donc de toute façon, on va regarder ici. Je vais refermer ça. Je vais refermer ça. Et en fait, on va la créer maintenant, notre base de données. Alors, je vais juste faire une petite pause ici. Bon, je mets ça ici dans la vidéo, comme ça, vous l'aurez. La connection string, tu sais comment la récupérer, toi, ta connection string chez toi? Parce que si tu vas dans le projet, enfin, si tu vas dans n'importe quel projet qui se connecte à ta base de données, ta connection string, donc je vais te montrer pour moi, donc ce sera pas exactement la même valeur, mais l'idée, elle sera là. Normalement, tu vas devoir avoir un app settings, je pense. Oui, évidemment, il fait des mots. Un app settings, toujours pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, normalement, dans ton product context qui a été généré, tu as ça. Tu as une connection string. Ça, c'est. Donc, toi, elle n'a pas la même gueule que moi. Ouais, mais ça, c'est un peu le même principe que quand le DB scaffold en fait. Tu lui dis. Le scaffold DB context. Ouais. Donc, tu reprends ton projet product API. Quand tu l'as fait, tu as dû mettre cette connection string. Et ça, tu l'as parce que. Donc, elle n'a pas exactement la même gueule, mais tu t'en fous, tu reprends la tienne. Moi, je vais prendre celle-ci. Oui, je vais prendre celle-ci et je me dis qu'à la limite, ça peut peut-être même marcher comme ça. Je vais juste essayer. Bah, de toute façon, tu reprends ce que toi tu as ici. Ça, c'est pour moi et voilà. Je vais poser une question, mais tu vois, ici, on voit ton password. Ouais. Mais tu dis justement quand on développe qu'il ne faut pas mettre ce genre de... Effectivement, mais ce mot de passe-là, c'est pour une base de données de développement. C'est une base de données qui est... Comment je peux voir ça? Je veux dire, il y a un hacker qui tombe là-dessus, ben, qu'est-ce qui... cette base de données-là, elle n'est pas sensible en fait. Je m'en fous en fait si on me la nique. Pour les trucs de production, en général, ça fonctionne autrement. On fait différemment. Et c'est un peu compliqué de t'expliquer, mais ça, c'est pas toi qui vas devoir mettre ça en place quand tu vas arriver au début. Donc tu verras bien un petit peu ce qui se fait, et on en reparlera en temps voulu. Mais d'accord, ça va. Voilà, il y a des solutions, mais voilà. Ok, donc une fois que tu as ta connection string, tu viens ici dans le package manager console. Donc, il faut bien que tu aies fait ton DB context tout simplement. Et alors, une fois que tu as fait ça, tu vas faire add-migration.
Et en général, donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de rajouter une migration. Une migration, c'est quoi? C'est migrer d'un état A vers B. Pourquoi est-ce qu'on parle de migration alors qu'on est en train de parler de base de données? Ta base de données, à chaque fois que tu vas changer tes modèles ici, vu qu'on fait du code first, par exemple user, demain je rajoute une adresse, par exemple. Je vais... Ouais, désolé, j'ai été perturbé par un truc. Il faudra que ma table, elle se mette à jour. Ça, c'est une migration. La migration, c'est le fait de rajouter la colonne qui manque par rapport à la propriété que je mets. Quand tu fais du code first, il faut toujours faire une première migration, qu'on appelle souvent initial. Et en gros, c'est la migration qui crée la base de données. Donc, on passe de la DB n'existe pas à la DB existe. Avec tout ça, avec tout ça dedans. Oui, tu vas le voir. Donc, attends, no database. Bon, il fait des mots. Tu as le temps de oui, donc en gros, le message était relativement clair. Donc, ce qu'il nous dit, le message, c'est que. Oui, on va faire la version simple. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une méthode onConfiguring qu'il faut override. Donc, tu fais override onConfiguring, voilà. Et que sur ce truc-là, donc ça, tu peux changer le contenu et tu fais option builder point je ne sais plus quoi. Je fais ça toutes les 5 minutes. J'imagine qu'il doit y avoir un truc provider. Voilà, j'ai été un petit peu triché. Donc ce qu'il fallait, c'était bien faire un override sur le configuring. Et il faut en gros taper ces instructions aussi. Donc ça se trouve sur internet si jamais vous cherchez. Donc en gros, ce qu'il faut lui dire, c'est si en gros on n'est pas configuré, hein, il y a le point d'exclamation. À ce moment-là, on va utiliser SQL Server et c'est ici qu'il faut mettre la fameuse connection string. Ok. Alors ici dans le connection string, bon ça c'est les data source, vous ça va certainement être point ou localhost ou local ou quelque chose du genre. Ça c'est parce que je l'ai reprise de product. Moi ici je vais prendre initial catalog, c'est le nom de la base de données. Hein. Donc c'est ici qu'il faut que vous mettiez le nom de la base de données. Pour le reste ça risque d'être différent chez vous, faut pas t'inquiéter, c'est normal. Donc je recommence, migration initiale. Voilà, et ça c'est ce qui m'a fait bugger tantôt. Alors, dans ce que j'avais fait au début, j'avais mis location ici, et en gros, ici, .f, ça va pas pour mettre dans une base de données. Donc on va faire ça différemment. On va... on va en profiter pour faire une nouveauté. Ouais. Donc ici, en fait, en gros, moi ce que j'aimerais bien, c'est que j'aimerais bien avoir le location, parce qu'en fait, il m'arrange bien. Par contre, je ne peux pas le sauvegarder tel quel dans la base de données. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire not mapped. Not mapped, donc c'est un petit attribut qui se met ici au-dessus. Et not mapped, ça va dire à code first que je veux pas que ça aille dans la base de données. Sauf que, donc voilà, donc ça va régler le problème. Uniquement de ça alors? Oui, juste ça. Si je voulais sur un autre, il faudrait que je remette not mapped au-dessus de d'un autre. Donc je vais aller le mettre là ici en dessous de tout. Hop. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que, ok, c'est cool, il n'y aura plus d'erreur. Mais moi j'ai besoin que ça soit sauvegardé dans la base de données quand même. Donc je vais quand même faire le test. Voilà. Donc là il n'y a pas eu d'erreur, il l'a fait. Il va faire toute une série de choses, je reviendrai dessus dans 2 secondes parce que pour l'instant, moi ça ne me va pas ce qu'il a fait. Donc j'annule tout ce qu'il vient de faire. Et je continue ici. Donc là pour l'instant je n'ai fait que ça, j'ai juste déplacé le location ici plus bas et j'ai juste mis not mapped ici au-dessus. Donc ça règle le problème qu'il n'y a pas de problème, mais ça me crée un autre problème, c'est que du coup c'est plus sauvegardé dans la base de données. Et donc moi ce que j'aimerais bien c'est que en gros je puisse le sauvegarder dans la base de données. Et donc comment est-ce que je veux sauvegarder ça dans la base de données? Il va falloir que je mette tout simplement
deux floats. Ici j'ai pris un point F, donc il va falloir me mettre prop, donc il va avoir un float latitude. Ouais, c'est bien. C'est ça que je pensais que j'allais te poser la question, si c'est les longitudes. Et puis longitude. Voilà, c'est ça. Sauf que, donc ça c'est cool, ça va se sauvegarder dans la base de données, sauf que moi dans mon programme, ça m'emmerde à chaque fois de devoir gérer latitude et longitude. J'aimerais bien utiliser juste le location et qu'il soit rempli avec ce qu'il y a dans latitude et longitude. Donc ça veut dire que je veux plus qu'il y ait de setter, c'est juste quand je vais faire le get. Donc le setter déjà je vais le virer. Donc en gros il sera plus possible de mettre user.location égal, ça c'est pas possible. Par contre tu vas pouvoir faire user.location pour récupérer la location. C'est pas encore fini, hein, parce que ça, ici, ce que je fais, c'est qu'on ne peut que récupérer la location. Mais il va pas encore sucer de son pouce que ça, c'est les deux paramètres à mettre dedans. Et donc, en fait, en gros, c'est pas pour rien qu'ici, il y a un point virgule. On peut mettre autre chose. Ici, on peut mettre des accolades au niveau du get. Et dedans, tu vas mettre le longitude et latitude. C'est ça. En gros, ici, donc les accolades, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en réalité, derrière, ça va être une espèce de petite fonction qui va être générée. Et donc, on peut faire un return. C'est d'ailleurs à ça qu'il s'attend. Et on va faire un return de new point f, et dedans, on va lui mettre, je ne sais jamais, on va dire que c'est longitude, je crois, c'est longitude et puis latitude. Ouais, je sais pas ça. Je vais juste aller voir 2 secondes. Bon, évidemment, il y a une chance sur 2, donc forcément, c'était dans l'autre sens. Hop, c'est pas ça que je veux. Longitude. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre une instance de la classe user et que je vais faire .location, il va me renvoyer un nouveau point f dont le x c'est latitude et le y c'est longitude. Donc je reprends, la latitude c'est nord-sud, donc c'est bien y. En général on fait x comme ça et y comme ça, et donc il faudrait bien mettre... Ça n'a pas énormément d'importance pour mon programme ici, mais bon, c'est bien de passer quand même 2 minutes à réfléchir à ça. Voilà. Alors, ici, en fait, il me met mon petit utilitaire, il me montre plein de trucs, et en gros, en fait, il me dit qu'on pourrait très facilement simplifier. Tout ce que j'ai écrit ici, en fait, il y a une autre manière de l'écrire. Je vais commenter tout ça. Et en fait, c'est pas la bonne manière, c'est trop long, je dis, ou bien... En fait, il y a une manière beaucoup plus simple qui est bêtement de faire ça. Hop, voilà. C'est la même chose, hein. Okay. Ça va faire la même chose, mais quand tu écris ça comme ça, c'est la même chose que ce que j'avais montré avant. Donc en gros, il n'y a pas de setter, il n'y a qu'un getter, et pour le getter, en gros, c'est le résultat de la flèche, donc ce qui est à droite de la flèche, et ça va nous renvoyer ça. D'accord, mais nous, plus tard, je veux dire, on fait comme ça, on ne nous dira rien, on peut très bien nous dire simplement, il y a une autre manière de faire qui est plus rapide. Ouais, mais en général, on fait plutôt comme ça, quoi. D'accord, ok. En général, on fait plutôt comme ça. Mais bon, ça dépend d'une boîte à l'autre, ça dépend de plein de trucs. Ouais. Donc maintenant, je vais refaire mon fameux add migration initial. Hop. Et voilà. Alors ici, il m'a généré du code. C'est pas très important de tout comprendre, mais ça vaut quand même la peine de s'intéresser 2 secondes à ce qu'il a fait. En gros, il m'a généré une classe qui s'appelle initial, qui représente ma migration. Ok. Et dedans, en fait, avant de s'intéresser, il y a essentiellement 2 méthodes. Il y a une up et il y a une down. À chaque fois, c'est le cas. Donc la up, c'est pour migrer en avant. Down, c'est pour faire un rollback. C'est pour revenir en arrière, quoi. Donc, moi, je vais juste faire le up, mais dis-toi qu'il y a le down qui fait exactement l'inverse. Donc, on voit bien. On va créer une Pourquoi table. On fait simplement dans le... Ici, tu veux pas faire les deux? Parce qu'on n'a pas l'utilité ou... Je vais pas passer mon temps à expliquer la deuxième. C'est juste ça que je dis, quoi. Ah, ok, oui, ok. Ah, mais c'est dans ce sens-là, pardon. Donc, il a généré de toute façon les deux pour nous. Hein. Et alors, donc on voit bien ici, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une table qui va s'appeler users. Dans cette table, il y a toute une série de colonnes. Il y a un ID, il y a want female, want male, is female, is male, latitude et longitude, tu vois. On les voit bien, nos 2 floats qui sont ici. Et on voit bien que la location, elle n'existe pas ici. Il n'essaye pas de la sauvegarder ici. Ok. Et de toute façon, quand il l'a généré, il l'a quand même pas mise là dans tous les cas. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Mais ça dit vraiment comment est-ce qu'il va devoir faire pour créer la base de données et les tables et tout. D'accord. Là, il va plus se reposer la question, il va juste faire bêtement ce qui est marqué là. Et quand je lis ça ici, donc
le want female, donc égale donc la table. En fait, c'est le nom de la colonne, on est bien d'accord. C'est comme ça que Ouais, dans la table, il y a une colonne want female. c'est ça. D'accord. Et cette colonne, elle est du type booléen. Donc tout ça, c'est généré pour nous. Il n'y a pas besoin d'apprendre à le faire, mais c'est toujours utile de savoir un petit peu ce qui se passe derrière. Et voilà. Et ensuite, il y a une deuxième table qui est Potential Matches. Et on voit bien ici qu'il y a notre fameuse ID ici, ça oui. Et puis après, tu te souviens, voilà. Ici, il y a bien l'ID du user A et l'ID du user B. Ok. Donc, et ensuite, on voit bien qu'il y a deux foreign keys, donc une clé étrangère qui va du user ID, donc depuis la table user, depuis la table dont on a ici, vers la table user et qui va vers la primary key ID. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que le user A ID, donc tu vois, le user A ID, il va vers la colonne ID dans la table user. Ok. Voilà. Et il y en a une deuxième de foreign key qui est le user B ID qui va bien vers la table user avec la colonne ID. D'accord. Voilà. Bon, en plus de ça, il crée des index. Un index, c'est assez important en SQL. Un index, finalement, c'est la même chose que quand on est dans un livre ou un dictionnaire ou n'importe quoi, c'est à l'index à la fin. Un index en SQL, c'est super important parce que il va toujours favoriser les index. Quand tu as une recherche souvent à faire en production, eh ben, il va falloir créer des index qui vont bien pour que ta recherche elle soit facile à retrouver. Parce que c'est pas à chaque fois il doit rechercher dans toute la table. Alors que si c'est déjà indexé, tu vois, il peut créer des index il peut créer plein d'index sur la même table. Donc par exemple, je sais pas, il va te dire Belgique, puis ville, ainsi. Enfin, c'est ça que je peux voir. Oui, c'est ça. Donc il faut voir un petit peu les cas d'utilisation, mais en gros c'est un index. L'idée c'est toi t'as plus qu'à cliquer sur par exemple voilà ville Mons, le groupe dans Mons, voilà t'as tout ça dedans. C'est ça. En gros c'est ça l'idée. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien moi je vais aller ici. Donc je vais vous montrer que je ne triche pas. Je vais aller sur ma fameuse base de données, donc qui moi est pas locale, hein, moi c'est une autre, mais on s'en fout. Je vais aller récupérer le mot de passe qui est ici. Hop, connect. Est-ce qu'il manque quoi? Et qui va passer vraiment Ouais. C'est l'autre qui a cassé les coups. Toujours un pour m'aider. Ouais. Bon voilà, si c'était un problème avec le serveur SQL dont moi je me servais, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Donc je recommence. Non, je ne fais pas ça, c'était déjà fait. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, sur ce serveur-ci, donc on se fout de ça ici, il y a déjà une base de données, mais c'est pas la base de données Tinder. Et donc moi si je viens ici, maintenant ce que je veux c'est mettre à jour ma base de données avec les migrations qu'il y a. Bah, c'est update database, je fais enter, je vais cliquer un peu vite mais voilà, je fais enter et il va mettre à jour ma base de données en appliquant le script de migration. Voilà, ici il n'y a pas eu d'erreur, donc si on prend juste ça il n'y a pas eu d'erreur. Donc si je viens ici, que je clique droit et que je fais refresh, hop, j'ai bien une base de données Tinder qui est apparue, avec ici comme table, j'ai bien mon potential matches et mon user. Je vais poser une question peut-être bête, mais toi tu nous as montré comment créer une base de données directement dans SQL. Et ici, tu nous montres comment la créer via notre application, c'est ça? Oui, mais ça c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, ce que j'ai expliqué tantôt ici, c'est que tu as une base de données ici, tu as ton application qui est ici, et je vous avais montré le database first, où en gros tu as une base de données qui existe déjà
et toi tu veux recréer le code qui te permet d'y accéder. Ouais. Ça va, je comprends. Et puis tu as le code first où tu vas faire ton code ici et tu vas créer ta base de données à partir d'ici. Donc comme j'expliquais tantôt, soit la base de données existe déjà et là tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses du database first, soit elle n'existe pas encore et là tu as le choix. Mais et en général on préfère faire du code first, mais c'est pas obligatoire et voilà, il y en a qui préfèrent d'autres. C'est un peu une question de goût. Voilà. Donc si je vais voir dans la table des utilisateurs maintenant, bah, elle est vide. Moi je vais la remplir parce que c'est pas le but de voir la partie implémentation du remplissage des utilisateurs. Vous avez déjà fait une API qui permet de créer les produits et tout, de les gérer et tout. Donc vous savez le faire maintenant, de faire cette partie-là. Moi ce qui m'intéresse c'est plus de montrer une autre partie ici de la programmation. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les inserts. En plus comme ça je vais en profiter, je vais vous montrer un petit peu d'SQL. Donc ici je vais faire des inserts, donc j'ai cliqué droit, scriptable, insert to new query editor, donc comme ça il me génère déjà tout le truc. Query c'est une requête. Hein, ouais, une query, c'est ça. Donc une query c'est bien une requête. Alors ici pour l'ID il va falloir à chaque fois un nouveau GUID, c'est aussi pour ça que je fais ça en SQL. En SQL il y a une méthode, enfin une fonction, parce qu'on ne parle pas de méthode, qui s'appelle newID. On utilisait déjà. Ah oui, c'est vrai. On s'y observait déjà en mettant que ID, ici, il avait comme valeur par défaut new ID. Ici, want female, je vais mettre 1. Want male, je vais mettre 0. Donc, ici en SQL, 1 c'est true, 0 c'est false. Ouais, donc ça c'est du binaire, hein, ça on peut voir. Enfin, ouais, bah oui. Donc, je vais mettre 1, je vais mettre 0. Et puis, latitude. Je vais mettre, c'est quoi notre latitude ici? Ah ok, si je comprends bien, tout ce qu'on est en train de faire, comme tu expliquais, notre but c'est pas, quand on accède à notre base de données, c'est d'avoir les 7 milliards d'utilisateurs, et justement, avec ce que tu es en train de faire, ben, lui il va chercher via notre géolocalisation, oui. Notre longitude, notre latitude, et du coup ça va nous permettre de récupérer. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'intérêt. C'est tout à fait ça l'intérêt. Donc ici je vais mettre une première. Non, ça doit être. Oui, c'est ça doit être ça. Et alors. Ici, quand tu vas sur Google Maps, en fait, il les met tous les deux ici. Tu vois la latitude et la longitude. Donc, hop. Je pensais que c'était une manière complètement différente en fait. Je pensais que c'était au niveau quand l'utilisateur s'inscrivait sur l'application, à ce moment-là, ok, quand il s'est inscrit, il sait voilà que c'est dans le pays Belgique. Et ensuite, dès qu'il avait trouvé que c'était le pays Belgique, il savait le nom de la ville, ok. Donc, on va peut-être refaire ça par la suite, mais au niveau de la base de données, on va juste stocker une latitude et une longitude, c'est beaucoup plus facile. Okay, voilà. Et après, si on veut redonner du sens à ça, on peut le refaire. Mais même au niveau match, ce sera plus facile d'avoir une latitude et une longitude parce que, en gros, ça devient des maths, tu vois. Il suffit juste de... Enfin, oui, pas de dire d'un point A à un point B. Là, c'est vraiment une zone. Ta latitude et ta longitude, si tu as ton point A ici, ton utilisateur, tu vas peut-être avoir... Donc, je montre comme ça. Ton utilisateur A, il sera peut-être ici. Ton utilisateur B, il sera peut-être ici. Et donc ça, quand tu as des coordonnées x, y pour 2 points, désolé de faire un petit peu de maths, hein, mais... Quand tu veux calculer la distance entre 2 points, bon, c'est un peu de maths, mais c'est pas très très compliqué. Non, c'est pas ça. Ah bah si, c'était ça. Bon, désolé, je sais bien que l'école c'était un problème, etc. Mais vraiment, c'est pas très compliqué. Je veux dire, tu as un point 1 ici, un point 2 ici. Donc tu as un x1, y1 et x2, y2. C'est pas... Ah, jusque-là, je vois très bien. Voilà. Donc tu les retiens bien. À chaque fois dans la formule, tu vas avoir x1 ou y1 ou x2 ou y2. La formule, elle est juste ici. Donc tu prends le x2 moins le x1, tu mets ça au carré, tu fais plus, y2 moins y1, tu mets ça au carré, la totalité, tu fais racine carrée.
Donc ça, je te demande pas de faire le calcul Non. toi-même, c'est la formule qui permet de Oui, le ok, faire. d'accord, ouais. Donc la formule, elle est assez facile à faire, tu vois. Donc une fois que tu as la formule, c'est très facile de prendre tous les gens qui sont dans un rayon de 10 km, tu vois. Mhm. Finalement, la formule, elle est assez facile à mettre en place. Ouais, je vois. Voilà. Voilà, il n'y a rien de plus que ça à faire, donc parfois il y a un petit peu de maths à faire, mais voilà, c'est pas très compliqué non plus. Et puis je sais bien que l'école aime bien nous dégoûter des maths, mais les maths c'est bien, hein. Donc, voilà. Alors, avant de créer cet utilisateur-là, je vais rajouter une colonne. C'est pas vraiment très important, mais je vais quand même le faire. C'est une colonne name Mhm. qui sera juste le nom de l'utilisateur. On mettra nom et prénom dans la même colonne. Et comme ça me permet de vous montrer aussi les migrations. Donc, Oui, que ce ce qui se soit passe ici. Jean, quand Jean, voilà. Ouais, c'est ça. Je dis Jean. Donc ici, je vais mettre prop string name. Ok. Donc là, ici, j'ai rajouté la colonne name. Alors, il faut que je rajoute du coup une nouvelle migration. Add migration. C'est bien de leur donner un nom clair, hein. Donc moi, je mets add name to user. Voilà. D'accord. Ça, tu vois, quand justement quand tu fais le add name user, Oui. tu dis que c'est important de leur donner des noms. Ben, le nom, tu le donnes. Pourquoi en fait ici tu expliques ce que c'est en fait? Donc le nom que j'ai donné ici, c'est le nom de la propriété. Oui. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une migration. Donc une migration, c'est ce qui... Tu vois, Tous ma les base changements apportés, ben, oui. Ouais, ça Il j'ai faut les migrer dans la Mhm. base de données. Et donc ici, si on regarde dans ce qui a été généré, Ah oui, tu dois mettre le nom de ce que tu as mis en fait. ben oui, c'est le nom de la migration qui est ici. Et tu vois bien ici que dans la petite méthode up, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter une colonne dans la table user qui s'appelle name. D'accord. Oui, ok. Ben, ça c'est ce que tu avais généré tantôt, ça c'est Non, ça. non, 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 ça c'est ce que je viens de générer tout de suite. Ah, En faisant, excuse-moi, ouais. en faisant le add migration, add name to user, il m'a généré ce fichier-ci. Ok, d'accord. Ouais, moi en fait je pensais au niveau SQL en fait. Là, je me dis, d'accord, je comprends là pourquoi tu as mis name, add name, qui est de la table user. Ok. C'est ça. Ouais, Ok, c'est bon, ouais, ça va. Excuse-moi, mais j'avais pas compris qu'il avait généré ça en fait. il n'y a pas de souci. Moi quand je vois la migration, c'était vraiment comme tu venais d'aller dans la base de données, on voyait que. Ben oui, à chaque fois que tu veux que ta base de données elle change d'un état, donc c'est ce qui se passe quand tu rajoutes une propriété à une Mhm. classe, eh ben il faut créer une migration pour changer l'état de la base de données. Ok. Donc on refait un petit update database, hein. On vient de générer la migration, on refait un petit update database. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc maintenant, si je Je croyais rafraîchis. qu'on arrivait là en fait, voilà, c'est ça, tu vois directement. Ah, ça, il fait pas lui-même, il change pas les écrans lui-même, hein. Non, oui, c'est pas les écrans, c'est pas le problème. Je pensais en fait que dans un premier temps, avec le add machin que tu viens de faire juste avant, on arrivait à ça et pas à la classe qui, enfin, pas à la pas au le code qui vient de te générer juste avant. Oui, Avec la le add migration. name, ouais. Oui. Moi, je pensais que c'était ça, mais j'avais pas bien compris. Maintenant, ça va, c'est fait. Ok. Si c'est clair pour toi, ça me Oui. va. Cool. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je modifie mon script SQL. Je vais rajouter ici le name. Donc en gros, ce que je dis, c'est que je fais un insert dans la table des utilisateurs. Ici, je mets des parenthèses. Dans les parenthèses, je spécifie la liste de toutes les colonnes. Ensuite, j'écris values. Ensuite, je remets des parenthèses. Ok. Et je sépare toutes les valeurs ici pour chacune des colonnes. Ici, il me râle dessus, il me dit que le name il n'existe pas, c'est parce qu'il bug un petit peu. Quand tu fais des modifications et qu'après tu rafraîchis, lui il n'en tient pas compte des nouveautés. Il faudrait que je referme complètement le programme et que je le rouvre pour qu'il en tienne compte. J'espère qu'un jour ils s'amélioreront là-dessus, mais pour l'instant c'est comme ça. Et donc ici, je vais dire que c'est Martin. Donc, tu vois, là ici, le Martin il vient dans le name. Tu vois, le name je l'ai mis ici juste après l'ID. Ok, oui. Tu as l'ID ici, puis après c'est le name qui est ici. Donc voilà, je veux créer cet utilisateur là. Je fais F5. Voilà, il m'a créé l'utilisateur. Et si maintenant je refais select ici, j'ai bien mon utilisateur ici dont le nom est Martin. Ah oui, les valeurs, donc si c'est vrai, donc, donc 1 c'est vrai, 0 c'est faux, c'est ça. C'est ça. Donc Martin recherche bien une femme, donc c'est vrai.
Martin ne recherche pas de garçon, donc c'est faux. Ok, ça va. Latitude, longitude, et ça c'est... Ok, c'est bon. Ça va? Mais comment... Là, je vais pas dire... Je vais aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est en train de voir, mais justement dans une application, je veux dire, c'est pas toi en tant que développeur qui ajoute tout ça, qui donne le nom, tu vois, enfin qui donne un Ah prénom. bah évidemment que non. Mais donc comme je t'avais dit, Là, ouais, désolé, j'ai fait pause sans le vouloir. Là c'est pour montrer, mais ici, comme je t'ai expliqué, il y aura une API ici qui permettra dans l'application Tinder de s'inscrire, etc. Quand tu vas t'inscrire, ça va faire un appel à l'API qui va venir créer l'utilisateur. Nous ici, bon, c'est dans le cadre de ce que je suis en train de faire, je te fais un petit test avec un petit exemple, etc., etc. Mais effectivement, par la suite, ce qui va réellement se passer, c'est que c'est pas nous qui allons créer les utilisateurs dans la base de données, c'est l'utilisateur quand il va s'inscrire, au travers de l'API, ça va venir créer un record dans la table des utilisateurs, comme on le fait finalement pour le back-office, pour les products. Tu te souviens, dans le back-office des products, on les ajoute nous-mêmes. on les ajoute dans l'interface. Donc c'est une interface qui a le look d'un back-office, mais on s'en fout. La mécanique derrière, c'est vraiment la même chose. D'accord, ok. Tu vois, que ça ressemble à un back-office ou que ça ressemble à une application mobile, c'est la même chose. Et le rôle est le même. Ouais. Tu appelles une API, tu lui dis. Enfin, ton API, elle permet de créer un utilisateur, hop, tu crées l'utilisateur. Tu vas le stocker dans la Voilà, base de données. Ok. La seule différence, c'est qu'en général, il va y avoir une notion de compte, de mot de passe, de sécurité, etc. C'est toute une série de choses que tu as vues dans d'autres parties de ta formation, donc je ne rentre pas là-dessus, mais évidemment. Ouais, maintenant je vois. Voilà. Nous, on se soucie surtout de cette partie ici. On se soucie surtout de cette partie ici, donc je me permets de jouer le rôle de l'API. Voilà. D'accord, ok, oui. Donc ici, je vais créer 2-3 utilisateurs. Donc on va mettre un Kevin. Je vais bouger un peu les valeurs ici. Je vais mettre 8. Hop. Là. Je vais mettre Kif. Et là, c'est l'inverse. Donc, hop, je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre comme femme je vais mettre Hélène, mais J'arrive à Hélène, je m'en fous. Ça va mettre des situations cocasses. 9. Allez, je vais déplacer pas mal. Hop. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu l'état de ma base de données maintenant, voilà, j'ai bien mes 4 utilisateurs ici, qui ont chacun une latitude et une longitude qui est sensiblement différente, et qui ont chacun des goûts et des couleurs différents. Ok. Voilà. Et ça, c'est du la manière dont tu as fait, je peux voir ça, c'est du Transact. Ouais, okay. C'est du SQL de base. Oui, mais je veux dire, Transact SQL, ça rajoute des trucs au SQL de base, mais c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est vraiment du SQL. Ok, d'accord. Ça, dans toutes les bases de données SQL, parce qu'elles ne sont pas toutes en SQL, mais dans toutes les bases de données SQL, tu pourras toujours faire un insert à peu près comme ça. Ok, ça va. Peut-être un petit caractère qui change, mais en gros, c'est toujours comme ça. Par exemple, le new ID, c'est du Transact SQL. Tu vois, cette fonction-là, elle n'est pas disponible forcément en SQL. Mais en gros, c'est du SQL. Quoi. Faut pas te soucier de est-ce que c'est du Transact ou pas, c'est du SQL. Ok. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'en gros, je puisse faire tourner mon application. Donc, tu te souviens, hein, nous, on est en train de développer ce truc-là. J'aimerais bien faire tourner mon application et qu'il me calcule tous les potential matchs. Et qu'une fois qu'il a tout calculé, bah, il s'arrête. D'accord. Et donc comme ça, en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir calculer les matchs potentiels, mais il faudra aussi tenir compte de ceux qui ont déjà été calculés pour ne pas les recalculer une nouvelle fois. Oui, ok. Tu vois, parce que l'idée, ça va être de lancer l'application régulièrement. Donc il ne faudra pas qu'à chaque fois, ils remettent les mêmes trucs. Hein. Alors. Donc ici, je vais fermer un petit peu tout, qu'on ait un petit peu de place. Tu poses juste la question, ça c'est quoi tu vois, c'est les trucs migration. Ça c'est les trucs générés. Ça, tu vois, quand tu fais add migration, c'est lui qui te génère tout ça. C'est un dossier dans lequel toi tu dois pas trop aller chipoter. D'accord, ça. C'est généré pour toi, voilà. Il fait tout ça à ta place. Donc maintenant que j'ai mon DB contexte, que j'ai mes différentes tables, eh ben, je vais pouvoir implémenter mon DB repository. Tu te souviens, c'est pour ça qu'on faisait ça. Voilà.
Mon DB repository, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lui dire using var context est égal à new db context, db context. Allez, hop. Et donc, récupérer tous les utilisateurs, c'est assez facile. Ça consiste à faire return.context.user, tu vois, le fameux db7 qu'on a créé tantôt, point tout tout simplement. Ça va m'envoyer tous les utilisateurs. Voilà, j'ai fini d'implémenter ce truc-là. Tu vois. Ben oui, vu que c'est un peu ça le but. Nous, notre logique, on veut pas qu'elle soit ici. Notre logique, on veut qu'elle soit dans le calculateur, là, tu vois, le processeur ici. C'est lui qu'on va vouloir tester. Ce truc-là, qui est une dépendance qui permet d'accéder vers la base de données, on veut qu'il ait le moins possible de logique dedans, parce que plus on va mettre de logique dedans, cette logique-là, on peut pas la tester. Forcément, parce qu'elle, elle a besoin de la base de données. Et donc, plus on va mettre de logique là-dedans, plus on va mettre de code qu'on ne peut pas tester. Donc, c'est fait exprès, en fait, que le code ici soit super simple à mettre en place. D'accord ? Donc ici, maintenant, donc là, désolé, je vais te faire un petit peu de maths. Alors, ça me permettra de te montrer comment tu peux faire des trucs un peu plus compliqués ici en maths. On va reprendre notre fameuse formule. Hein. Hop. Alors, ça, avant de la faire ici comme ça, je vais la mettre comme ça. Avant de la faire ici comme ça, moi je vais la faire d'abord en SQL, parce que vu que c'est un peu plus compliqué, tu vas le voir une fois que ce sera fini, vu que c'est un peu plus compliqué, ou alors... Cette vidéo est sponsorisée par Dafalga. Non, écoute, je vais faire une version simple. Oui. Je vais faire une version simple. Tu peux quand même montrer de la version compliquée. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi en fait ça pourrait être soit simple, soit compliqué. La version simple que je vais faire... Attends, je vais faire un petit screenshot. Oui. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Oui, toi, tu as fait. Je sais plus si t'as comme ça, Attends. Bon, je me suis un peu débrouillé, mais vu que je filme en même temps, c'est compliqué de faire un screenshot de mon écran. Donc l'image est super pixelisée, mais on n'a rien à foutre, on comprend. Je vais mettre 4 utilisateurs, je ne sais pas si les endroits seront bons, on s'en fout complètement, l'idée c'est juste de se faire une idée. Donc ça c'est censé représenter les 4 utilisateurs qu'il y a dans ma base de données. Bon, au niveau SQL en fait, ce sera beaucoup plus facile de faire, donc supposons que je cherche tous les utilisateurs qui sont autour, ce sera beaucoup plus facile de faire une recherche en carré comme ça, que en rond. Et ça vient de... Désolé de ressortir les trucs de maths, mais ça vient du fait que le rond, tu as tout de suite les sinus, les cosinus, enfin les trucs comme ça qui sortent. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une bête recherche qui va prendre tout ce qu'il y a dans le carré ici. Et éventuellement, si vraiment c'était important pour nous, ce sera plutôt en C# qu'on va éviter toutes les parties ici où on a pris des utilisateurs en trop. Ça va permettre d'avoir une requête SQL qui va être assez simple à traiter par le serveur, parce que si pas, ça va être très très compliqué. Et en même temps, de pas non plus... Enfin, on va pas exclure énormément d'utilisateurs, ce sera quand même assez proche de la réalité. Donc voilà, en gros l'idée. Donc, l'idée, ça va être de faire ça. Donc comment est-ce que ça se passe? Bon, désolé, un petit peu de maths, hein. Où est-ce que je peux écrire avec ça? Il n'y a pas du texte qui est là. Donc ici, j'ai x. Je recommence. Donc je disais ici x virgule y. Ok. Donc ça, c'est mes coordonnées de mon point ici. Je sais que tu n'adores pas les maths, mais vraiment, ça va pas être très compliqué. Et supposons que je veuille rechercher à la base dans un rayon de, on va mettre 1 km autour. Ou je vais dire 10 km, comme ça vraiment tu risques pas de te tromper. Bon, 10 km, ça veut dire que la longueur de ça à ça, je vais le mettre ici, ça veut dire que la longueur ici c'est 10 km. Ok. Jusque là, voilà.
Ça veut donc dire que la distance qui sépare le point ici d'un des bords, donc le rayon, c'est 5 km. Ça va jusque-là, c'est 5 sur 5. 5 km. Ok. Si je viens, hop. Voilà. Hop. Bon, hop. T'as compris. Donc c'est 5 km. Ok. Donc ça veut dire que ici, en fait, ce qu'il faut, c'est que je cherche les valeurs des 4 coins ici, en fait. Et donc ça veut dire que, enfin, en fait, ouais, on va chercher entre les 4 coins. Donc ça veut dire que ici, c'est x moins 5, virgule y moins 5. Ok. Alors, je vais le dupliquer partout et puis je vais l'adapter. Hop. Hop. Et hop. Donc, je rappelle, hein, x c'est gauche-droite, y c'est au bas. Je vais faire quand même. Donc on est d'accord que de ce côté-ci, le x il sera ici à gauche. Alors au niveau de la planète, c'est lui qui va être à plus 5. Ok. Donc on est d'accord. Hein. Ça c'est bon. Et ici, donc ici ce sera x plus 5 et y plus 5. Ok. Et ici ce sera x plus 5, y moins 5. Voilà. J'ai à peu près fini avec les maths. Ça va, c'était pas non plus... Non, mais tu avais montré l'exemple tout à l'heure, donc ouais. Voilà, Donc en gros, il va falloir faire ça. Donc une autre manière de le dire, en fait, donc ça c'est les 4 coins. En fait, nous on va devoir tester que alors que je me trompe pas, bon, que le truc sur y ici est bien entre y plus 5 et y moins 5. Ouais. Ok. Et le truc sur x, il est bien entre x moins 5 et x plus 5. Tout simplement. Voilà. C'est pas non plus... non. Voilà. La version avec le cercle aurait été un peu plus compliquée. Ok. Donc c'est ce que je vais faire ici. Quand je suis dans mon application ici, en fait, ce que moi je veux ici, donc ici on a les fameux 10 km qu'on veut. Bon, je crois que j'ai tort de... Je crois que le problème c'est que ce que j'ai dans la latitude et la longitude, c'est pas exprimé du tout en kilomètres. Km, donc ça, il faudra peut-être faire une petite conversion. Ouais, évidemment. Désolé, c'est pas moi qui choisis. J'ai essayé de l'éviter, mais malheureusement, on est sur une planète qui est ronde, et donc il y a des cosinus et des sinus. C'est pas pour ça qu'on va devoir les calculer nous-mêmes, mais au moins comme ça. Donc, je vais calculer 4 variables qui vont représenter la donc var min latitude. Mais bon, je sais bien que ça fait peur les maths, mais tu vois bien que même moi qui suis assez fan des maths, je vais quand même revoir les formules sur internet et on n'en meurt pas. Hein. Pour le moment. Longitude. Non, je pense pas. Donc, ici, je ne sais plus comment on avait fait, je vais revoir dans l'utilisateur. Donc on avait dit longitude c'est x. Donc, ça c'est pour m'aider, je vais mettre un petit commentaire, ça c'est x, ça c'est y. Voilà. Parce que ici, là-dedans, je vais avoir des x et des y. Et donc, bon ben là on est parti, donc là je vais mettre égal ça, point, ben, du coup ici ça va être y à chaque fois. Hop, je vais déjà commencer comme ça, ici ça va être x à chaque fois, ça va tu vois avec la bouteille de coca. Ici ça va être x à chaque fois. Là ici il va falloir en gros faire plus 5 km. En gros, hein, c'est ça. Là il faudra faire moins 5 km. En gros c'est ça qu'il faut faire. Et ici c'est pareil, ici il faudra faire moins 5 km et ici il faudra faire plus 5 km. Et pour faire ça, bah, je vais aller choper les formules.
Donc, donc la latitude, ça a l'air assez facile. Et la longitude, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais juste faire deux petites formules qui vont me faire ça. Donc, par contre, je suis en train de me dire du coup, ce que je suis en train de faire ici, finalement, ça c'est plus technique et normalement ça devrait pas être fait ici en fait. Ça devrait pas Ouais. être, ça devrait plutôt être Je dans m'étais le un peu posé la processeur. question, mais je sais pas, Ouais. je me suis dit qu'il y avait une logique. Bah écoute, on va le faire. On va le faire. Au lieu de fournir ces deux paramètres là, ok, ce qu'on va fournir c'est ces 4-ci. Comme ça, lui, il ne doit pas se soucier. On va le faire comme ça. Oui, au lieu de découper là pour faire plus simple, on met tout en une fois, c'est ça? Ou rien à voir? Non, 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 on va le faire. Attends, tu vas voir. Ok. Donc, ici, je vais avoir un float min latitude. Ici, je vais avoir un float max latitude. Ici, je vais avoir un float bah, écoute, je vais vraiment le faire comme moi je le ferais si j'étais dans un vrai programme. Et on va le faire en faisant du test, etc., etc., etc. Et comme ça, au moins, ça va être, ce sera bien fait. Ok. Donc, première chose ici, j'ai changé la définition qui est ici. Ça veut dire que ici, je dois aller la changer ici dans mon interface. Mon interface ici, elle est plus bonne. Je dois la mettre comme ça. Ok. Alors, vu que finalement, j'ai cette opération qui est un peu compliquée à faire, qui consiste à, en gros, convertir ce que j'ai ici. Voilà. En gros, je veux convertir ça. Donc, j'ai des latitudes et des longitudes et j'ai des plus et moins en kilomètres. Et je veux faire ça, finalement. Et ben, ça, finalement, c'est une fonctionnalité à part entière. Et ben, ça, je vais recréer un nouveau service pour faire ça. Donc, je vais me faire un petit dossier service. Folder service. Ok. Hop. Et je vais faire un petit. C'est peut-être mieux. C'est pas mieux. Hop. Donc ça c'est un petit service qui va avoir la responsabilité justement d'être capable de faire tous ces petits calculs là. Et ce service on va le développer en TDD. Donc on va refaire une petite classe ici de test unitaire. Donc add classe. Et cette classe là on va l'appeler donc lat long computing service test. Ok. Alors pour que ce soit une classe de test, c'est ce qu'on avait déjà fait de l'autre côté, il faut mettre test class. Voilà. Okay. Il faut la mettre en public aussi, c'est important. Et alors pour que on puisse avoir un premier test, ce qu'on va faire c'est public void test compute. Je vais mettre min latitude. Hop. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc désolé, hein, j'ai réfléchi 2 secondes. Par contre, en général, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est compute min latitude test. Donc en gros, je t'explique un petit peu ce qui vient de se passer dans mon cerveau. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire non pas une méthode qui va faire tout le calcul, je vais faire 4 méthodes qui vont faire une, elle va te calculer la min latitude, la max latitude, la etc. max longitude, la minimum. C'est ça. Et en fait, je vais faire finalement beaucoup plus simple que ça. En fait, je vais faire une méthode qui est capable d'ajouter ou de soustraire des kilomètres à une latitude
et une autre méthode qui est capable d'ajouter et de soustraire des kilomètres à une longitude. Ok? Très bien. Alors, je vois ici que la deuxième, elle a besoin de la latitude ici pour fonctionner, donc visiblement elle est un peu plus compliquée. Donc on va commencer d'abord par la latitude ici, qui a l'air d'être plus facile à calculer. Donc, ici, moi ce que je veux en gros, c'est var svc pour service égale new lat long service. Hop. Donc là, il me râle dessus, il ne veut pas l'inclure. Pourquoi? Parce que mon service ici, il n'est pas public. Donc je ne peux pas y avoir accès depuis mon test. Okay. Donc j'ai mon truc ici, et maintenant, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Créer le type. Attends, je vérifie, j'ai dû faire une faute de frappe. Voilà, c'est ça, il manquait un G. Donc ici, je vais le rajouter. Donc ici, j'ai écrit LAT-LON, là LAT-LONG. Ah oui, pour long. Ouais, donc ici, je vais adapter. Je renomme Hop. Ok, donc moi ce que je veux maintenant, c'est, donc ça c'est un test, donc il faut lui rajouter l'attribut test méthode. Ok. Donc tu te souviens, la règle des 3A, arrange, act, start. Ok. Alors qu'est-ce que je veux? En fait, en gros, ici, on veut calculer une latitude min. Donc, on va faire un moins. Donc, ce que je vais faire, c'est var result est égal à svc.compute latitude. Alors, je vais lui passer deux paramètres. Un, la latitude actuelle, et deux, la latitude décalée. D'accord? Donc je vais lui dire que la latitude... La décalée, c'est celle qui est pour la recherche. Enfin, pardon, le nombre de kilomètres. En gros, c'est le moins 5 ou le plus 5 qu'on avait. Et donc ici, ce que je vais mettre, c'est moins 5. On était dans notre exemple. Donc je vais dire qu'on est à une latitude... Nous, on est à 0... je vais en reprendre une ici. Hein. Donc, je prends ma latitude que j'ai ici. Hop. Alors, par contre, en SQL, tu vois, il met une virgule. Donc nous, c'est un point ici. Ok. Je prends une des latitudes que j'ai. Ok. Et avant même d'aller plus loin, je vais déjà regarder quel est le résultat auquel moi je m'attends. Donc je vais chercher sur internet un petit truc qui permet de décaler une latitude. Donc décaler en anglais c'est offset. Online. Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir des trucs qui existent. Donc j'avais dit la latitude, c'est ça ici. Hop. Ah non, là il va me calculer la distance. Moi c'est dans l'autre sens. Ils sont chiants, hein. Bon, ils veulent pas.
ça va tout. Bon, dans un vrai cas, normalement, il faudrait chercher après, mais j'ai un peu la flemme. Donc on va partir du principe que je ne vais pas me tromper. Je vais revenir à ça ici. Non, je suis perdu. Recherche ta longitude et ta Voilà, latitude. c'est ça. Donc, latitude, c'est ça. Bon, ça m'emmerde. Normalement, j'aurais dû. Enfin, l'idéal, ce serait de faire un assert.aRecall. Et ici, bah, tu mets la valeur que tu as trouvée. Ouais. Donc, tu vois. C'est vraiment le même principe que par rapport aux autres tests que tu nous as montrés. Oui, c'est ça. Donc, ici, on va dire que c'est censé arriver à 3,51. Je vais tricher et en fait, je corrigerai à la fin en me disant que je ne me suis pas trompé. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Et ensuite, résulte. J'ai dit que je m'attends à récupérer ça, et en fait je récupère ça. Et ça, c'est un float. Ok. Et ça aussi, c'est un float. Donc maintenant que j'ai fait ça, bah évidemment ça peut pas marcher pour l'instant. Je vais juste générer ma méthode ici. Hein, donc où il prend bien un float. Latitude. Hop. Offset. KM. Donc le décalage en kilomètres. Hein. Hop. Et donc pour moi, d'après ce que j'ai vu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return de initial latitude plus entre parenthèses. Et alors c'est là que si mes souvenirs sont bons, donc il y a 360 degrés, donc je dirais que ça c'est. Bon, je pars. Freestyle. Ouais, bah on verra bien. Hein. Donc 360 divisé par ça. Ça c'est le nombre de kilomètres. Non, ça c'est le nombre. Oui, c'est ça, c'est le nombre de kilomètres par degré. Degré. Et moi, ce que je veux, c'est de décaler d'autant que ça. Donc je dirais que ça doit être ça. Et alors, juste pour pas avoir de problème, je vais mettre 1.0 F. Hop. Donc ici j'ai mis 1.0 F fois pour être sûr que j'ai bien des floats partout. Parce que si Ok. pas, je vais avoir des restes de. Enfin, je vais avoir des arrondis à l'entier, là, tu vois. Ici, je divise des entiers par des entiers. Et donc, il allait me faire sauter toutes les virgules. Et ça va pas. Tu vois, j'ai que des entiers en fait ici. D'accord. Donc, ça n'allait pas aller. Donc, je peux déjà voir. Normalement, 10 km, je suis censé avoir à peu près le même chiffre qu'ici. Donc, si on voit qu'on a 40, c'est que ça va pas. Si je vais faire un run. Si je vois. Oui. Donc ici, tu te souviens, il compile plus parce que notre DB repository, tu vois, notre interface IDB repository, ici, on a changé la signature qui est ici. Tu te souviens de ça? Donc ici, forcément, ça marche plus. Et en fait, comment est-ce que ça va marcher? On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais remettre le truc en commentaire. Ouais, voilà. Je remets le truc en commentaire, mais il faudra évidemment régler le problème tout à l'heure. Je viens ici, je refais mon fameux test, qui va évidemment être faux. Voilà. Donc il faut changer ça, Bah oui, c'est ça. Ça, c'est le problème, c'est quand tu changes la signature d'une méthode. Mais comme ça, tu vois que ça arrive à tout le monde. Là, en fait, ça va être un peu chiant parce que je vais devoir aller le changer dans chacun des trucs. Parce que tu vois, les mocks ici, ils changent. Ça, c'était les mocks qu'on avait fait la fois passée. Avant, on passait un point F et un INT ici. Maintenant, on passe 4 floats. Donc ici, ça va être float. Voilà. Donc on passe 4 floats ici. Donc ça, je dois l'adopter ici.
Ici, je vais un peu plus vite, mais tu auras la vidéo si tu veux. C'est ça. Hop, 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 hop. Tada. Là, je m'attends à ce que le test soit mauvais. Et alors, combien est-ce qu'il a calculé? Ah, je crois que j'ai eu bon. Donc là, si je regarde... Ouais, il a vraiment pas bougé. En fait, ce qu'il y a, c'est que peut-être que je devrais peut-être plutôt utiliser des doubles. Parce que peut-être que le float, c'est pas assez. Donc, je vais juste essayer de faire ça. Donc, double. En tout cas, ça semblerait dire qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. Donc ici, si je regarde, donc j'ai 517,087 et là ici j'ai 517,086 avec plein de trucs. Donc ça, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est 5 km à gauche. Et ça, à la limite, on peut le tester. On peut aller ici. Parce que maintenant, on a deux latitudes et deux longitudes. Hein. J'en ai eu plein tantôt, maintenant je peux les avoir. Voilà. Donc latitude 1, je vais mettre le chiffre que j'ai ici. Latitude 2, je vais mettre le chiffre que j'ai ici. Hop. Et la longitude, je vais mettre deux fois le même. Et je vais mettre celui qu'il y avait ici. Et je suis censé retrouver à peu près 5 km. Hop. Ce putain d'effet démon. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a dit que c'est invalide. Est-ce que t'as mis un point peut-être? Ah oui, ok. Et que c'est une virgule. Non? Ouais, c'est ça. Ça n'a plus de secret pour moi. Les longitudes, les latitudes. C'est une question de virgule. Donc la longitude, c'est ça. Ah bah. Hop. Alors, l'histoire. Voilà. Ah merde, je me suis bourré. Donc, ok. Ah non, ok, non, c'est bien la latitude. Ok, c'est moi qui. Non. Putain, je me suis couru. Latitude, j'ai mis 3,51, alors que ici c'est la longitude qui est à 3. Je sais que ça t'emmerde, mais je vais quand même prendre 2 minutes pour le faire. Ah non, on a fait les choses bien. Hop. Hop. Une petite. Donc. Hop. J'ai mis 51. Ensuite. Voilà. Donc normalement, ça change à peu près tout le temps partout. On va dire que c'est à peu près bon.
Donc maintenant c'est bon, donc si je reprends, désolé c'est pas super passionnant, mais parfois c'est ça aussi. Donc j'ai ma latitude qui est de ça, je vais recalculer. Donc latitude, la longitude il m'a déjà mis le bon truc ici. Et voilà, et si je fais calculate, donc là, parce que ça doit être des virgules, j'imagine, enfin des points. Calculate. La distance est de 0 km. Putain, j'en ai un. Donc bah là on va pouvoir un petit peu débugger. Un degré. Ah non, 1 degré c'est déjà 100 000, donc je ne dois pas diviser ça par 360. Je recommence. Je le rejoue. Hum. Je reviens là ici. Hop. Résultat. Et de 10 cm. Donc il y a encore un truc qu'il faut. Là on se rapproche. Pourquoi 10 cm? Tu vas m'avoir sur lui-même, enfin, je veux dire, au niveau du programme, t'as pas mis 1 kilomètre. Ouais, c'est des kilomètres que je passe. Moi, je m'attends à avoir les fameux 5 là. Tu vois. Ici, je lui passe moins 5. Donc les moins 5, ils arrivent ici. Je divise moins 5 par le nombre de kilomètres qu'il y a par degré. Donc je suis censé avoir des... Ouais, c'est ça. Là, est-ce que tu dis que c'est un double ou pas? C'est quoi? Là, tu dis pas que c'est un double? Ah oui. INT offset. Ah oui, c'est 2 entiers. Putain, bien vu. Ah non, non, non. Si, j'ai mis 1.0 fois. Donc ça, c'est un double. Ouais, désolé. Attends, je vais mettre juste 50 km pour voir si c'est pas juste un problème d'arrondi. Non, c'est pas ça que je veux. Donc, run. Quand même. Ok, donc le 5 il est bon, mais il y a un truc qui va pas quelque part. Donc, j'ai trouvé, j'ai fait 2-3 recherches off-cam. En fait, ça veut pas dire 110 574 km, ça veut dire 110,574 km. Et donc, ce qui en même temps est logique, hein, enfin, je suis vraiment con, quoi. La Terre fait 40 000 km et je croyais que 1 degré ça allait en faire 110 000, c'est un peu débile, quoi. Donc voilà, 1 degré ça fait 110 km et donc voilà. Donc ici ça marche enfin, donc bon ici j'ai un peu triché, mais bon j'ai quand même bien vérifié mon truc, donc ici maintenant je sais que ce à quoi je m'attends c'est ça. Donc, je peux avoir un petit test qui fait ce check là. Voilà. Ouais. Ok. Je peux faire le même test avec le max. J'ai déjà fait 4 fois le test. Oui, mais pour, Oui, mais pour- ah oui, mais- la longitude, ça fonctionne pas de la même manière, hein. Donc ici, je vais refaire le test, il va me dire que c'est pas bon. Bon, c'est pas la bonne manière de fonctionner, hein, on est clairement d'accord. C'est parce que ici, j'ai pas trouvé de source fiable qui puisse me dire.
c'est ça qui est bon. Hop. Bon, parfois il faut tricher un petit peu. Mais bon, même si on a triché, je suis assez confiant de ma manière de fonctionner parce que ici maintenant je peux refaire ce test-ci finalement. Je pense que ça vaut la peine. Si je prends ça et que je viens le taper ici, je suis censé aussi avoir à peu près 5 km. Donc, il peut y avoir des petites erreurs d'arrondi. Hein. Voilà, ben, j'ai bien les 5,03 km. Donc ça me rassure plutôt bien parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il m'affiche bien les 5 km ici que j'ai entre mes deux points. Donc ça, je suis quand même plutôt confiant. Ça veut dire que mon truc, il a l'air de marcher comme il faut. Bon, ensuite, je vais compute longitude, initial longitude, double at latitude, d'accord. Donc visiblement le calcul des degrés pour la longitude dépend, donc ça c'est ce qu'on voit ici, il dépend de la latitude exacte. Donc ce que j'avais, attends, je vais mettre ça ici sur le côté, donc juste pour que je comprenne bien, ce que j'avais ici, en gros juste le 110 574, maintenant ça devient tout ça, c'est 111 320 fois le cosinus de la latitude. Okay. Ça veut dire que j'ai qu'à mettre ce truc là, je mets des parenthèses ici, je fais ça, et ici le cos tu peux y avoir accès en mettant mat.cos, voilà, pas très compliqué. Ici je mets mon at latitude, voilà, qu'il aille chercher un résultat. c'est ça, c'est ça. Et donc ici j'ai mon initial longitude qui est ici, voilà. Donc malheureusement je vais être obligé de refaire de la même manière pour les autres cas. Donc hop, compute min longitude test. Donc compute longitude. Et cette fois-ci, c'est là que tu as les à peu près 3 machin trucs. Donc j'en prends une au hasard. Hop. Oh, non, je vais prendre celle qui est sur le site. Comme ça. Longitude. Hop. Je vérifie que ça c'est bien. Ouais, j'ai la même chose que sur le site. Et donc voilà. Oui, c'est déjà bon. Hein, donc évidemment, ça le test ne va pas être bon. Hein. Donc là, ici, je suis censé m'attendre à... Ouais. Je vais aller ici et taper ça ici. Alors la latitude, cette fois-ci, je ne la bouge plus. Hein. Calculate. Ici. Ouais, donc c'est une virgule. 3,29 km. Bon, on est à peu près bon, hein. Note.cos, donc j'ai bien un double. Ouais, bah, ça va être à peu près bon, hein. Bon, si on était en prod, on passerait plus de temps. Si c'était la vraie application Tinder, on passerait plus de temps. Je crois qu'on en a déjà passé assez. Donc, max. Donc ici, j'avais fait plus 5 déjà. Ici, c'est moins 5. Je sais déjà que ça ici, ça va être le résultat de ça ici. Hop. Je suis vieux ou quoi? Ah merde. Point. Ça va être mieux. Hop. Un point pour l'autre aussi, du coup. Non, dans l'autre ça allait. Et l'autre ici, bah, attends, je vais tout surjouer. Normalement ça va être bon. Il y aura le dernier ici qui devrait ne pas être bon. Et qui vaut. Bon, on va faire comme ça. Hop. Non. Voilà. Bim. Voilà.
Et donc maintenant, j'ai mon petit service qui fait un peu le taf. Donc je sais que ça a pris un petit peu de temps, mais ça vaut quand même la peine. Et ça ici, le match processor, ici, vu que le service est relativement simple, etc., etc., et que c'est pas un service qui va lui-même faire des actions sur la base de données, on n'est pas obligé de faire une interface pour ce service-là. Tu vois? Donc, hop, je rajoute un champ pour ça. Donc, c'est une bonne pratique de les mettre en read-only en fait. Moi, quand tu me les génères, voilà. Read-only, en fait, ça veut dire que tu peux changer la valeur que dans le constructeur. Après, tu peux plus le changer. Ok. Donc, ça vaut la Ce qui est peine. une bonne pratique. Ah oui, c'est logique en fait. Hein. Mhm. Donc, ici, maintenant, je peux décommenter ça. Donc, ici, on va avoir 4 paramètres. Hop. Donc, ici, je vais mettre mon. Ça ici, point. C'est dans quelle heure? C'est 1000 latitude. Donc, ça, point. Compute latitude, je vais prendre mon user.latitude, virgule, moins 5. Je vais dupliquer ça 4 fois. Donc ensuite ici ça va être plus 5. Ensuite ce sera du compute longitude. Ensuite compute longitude. Je sais pas si tu as fait ton appareil, mais je comprends Ah non, je l'ai pas dit. que tu allais chercher un matelas avant de partir. Ouais, Ouais, elle dit à Bouchon. Je sais même pas si on a. J'irai avec toi. ouais, ça marche. Jusqu'à la carte, je crois qu'il n'y en a plus. Ça marche. Parce que le matin, il est trop léger. Mais... T'as une bonne chambre. Ouais, elle est pas contente de mettre là 2000 balles. Il est trop léger. Il ne maintient pas le dos, tu vois. Tu peux changer le si tu veux. On va mettre Une sur fois que le c'est débat. changé, c'est changé. On va le mettre au-dessus. Donc ici lui il râle parce que du coup je lui envoie tout des doubles. Bon, Ouais. ça commence à un petit peu m'emmerder. Je vais tout remettre en float. Non, il faut que je remette tout en. Bon, je vais tout remettre en float. Bon, ça c'était peut-être une erreur. À la base j'aurais dû tout de suite penser à mettre tout en double. Non, je vais tout mettre en double. C'est vu. Non. Je vais tout mettre en float. Hop. Ah, pardon, excuse-moi. Ah ok. Tu peux me le dire. Ah, ouais, ouais, c'est ça, oui. Ah oui d'accord, ok. Bah je termine ça. Ouais, c'est pas. Mais voilà. Donc il râlait. Donc là ici il râle parce que ici il faudrait que je caste tout en float. Et t'avais mis des doubles. Oui, mais dans tout le reste de mon programme, tu vois les users, j'ai tout mis en float en fait. Ah oui, pardon. Donc il faut adapter l'un ou l'autre. Ce serait plus logique d'adapter en double, mais ça va être plus long. Donc vu qu'on a déjà perdu assez de temps. Hop. Donc ça c'est bon. Alors du coup mes 4 tests ici ils vont foirer parce que forcément c'est plus des doubles. Voilà, c'est ça. Donc F. 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 Je m'entends. Et ouais, il y a tout qui va péter parce que ici c'est des doubles. Ici. Ah, en plus ici c'est pas bon. Donc ici il me râle dessus parce qu'il manque un new service. Donc, il l'a fait pour moi mais il est là. Donc je disais hop, run test. Ils vont tous foirer. Et donc, vu que c'est des floats, tu vois, il y a des petites différences d'approximation, quoi, tu vois. Donc ça, Je comprends maintenant pourquoi tu disais que t'es double. hop. Oh, et en plus cette saloperie, au lieu de mettre tout avec des virgules. Quelle merde. Hop.
F. Hop, F. Hop, et F. Voilà. Et là, Normalement, c'est censé être bon. Tadam. quel dieu, quel dieu. Donc, je disais donc, parce que c'était pas ça que je voulais faire. Maintenant, ici, si on regarde ici, donc ce que j'ai fait, c'est que, donc tu vois, le get user in area, machin bidule le truc, La zone, pour ouais. chacun des paramètres, donc le min latitude, max latitude, min longitude, etc. À chaque fois, j'appelle mon service, je lui demande de faire un compute, je mets les bons trucs et tout. Ce qui fait que du coup, maintenant, on peut enfin revenir à notre DB repository ici, où cette fois-ci, on a bien les 4 ici. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que ces calculs qui sont un peu compliqués, eh ben, on les a fait et on les a unit testés, etc. Donc, il y a très peu de chances qu'on se trompe, si on omet le fait que ça donne 3 km au lieu de 5. Hein. Mais bon, t'as compris. Hein. OR, U, flèche. Alors ici, vu qu'il y aura aussi 4 tests, je vais refaire comme ça. Donc, U point... on va recommencer avec la latitude est plus petit ou égal à max latitude. Et... Voilà. Ok. Donc ici... C'est à chaque fois qu'on a 4 tests. Ouais, c'est ça. Min, donc ça doit être plus grand ou égal à min latitude, et ici ça va être la longitude. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben voilà, tu vois, on fait en gros, on rajoute une clause where où en gros on dit la latitude doit être plus petit ou égal à la max latitude, la latitude doit être plus grand ou égal à la min latitude, la longitude doit être plus petit ou égal à la max longitude et plus grand ou égal à la min, je vais y arriver, longitude. Voilà. Ok. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, on en est au dernier, qui consiste à tout simplement, donc, je rajoute ça, même si ça n'a pas de sens, je fais context.potentialmatch.add, tout simplement. Et ici, je fais un context.savechanges. Tout simplement. C'est vraiment pas très compliqué, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est que la pure partie vraiment accès à la base de données, elle est faite ici dans le repository, mais le repository il fait vraiment rien, tu vois. T'as vu, je me suis rendu compte que on partait sur une implémentation où il allait commencer à faire des choses. Et c'est pas ce qu'on veut justement. Ouais, le bon réflexe, c'est de se dire non, on fait un service pour ça et on le teste, tu vois. Parce que maintenant, mon service, je sais bien que dans le temps, il va pas foirer. S'il y a quelqu'un qui veut changer un peu l'implémentation, si, je sais pas moi, si, allez, supposons qu'il y ait quelqu'un qui veuille reprendre mon code et qui vienne ici et qui, en se trompant ici, il met 3. Voilà, il se trompe, voilà. Ça n'a rien changé. Bah oui, si, il y a le 3. Si. Oui, le 3 veut changer, mais par rapport à l'implémentation de ton code, non. Si, ici, le 3 ici, on va voir ici, donc si je fais run une test, on va voir tout de suite que... Ah, effet des mots. Bon, ça c'est parce que c'est des floats, si c'était des doubles, mais bon. Si je mets ici, hop, comme ça, running test, voilà. On voit bien qu'ici, pour la latitude et la latitude ici, ben, ça c'est bien altéré. Oui, tu parles par rapport au test, oui. Okay. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui a introduit un bug dans notre programme, il y a les tests qui pètent. Je me suis envoyé l'esprit. Ouais, il n'y a pas de souci. Hop, hop et hop. Donc voilà. Donc ça, c'est l'implémentation de notre DB repository. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut se servir de notre implémentation de DB repository? Ben, si je viens ici dans mon programme, tu te souviens ici, et ben, en gros, j'ai que ça à faire. En fait, donc c'est parce que je l'avais déjà écrit. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il me râle dessus, lui? Le match processor, il a besoin du DB repository. Ouais, il y avait encore les autres trucs là, tu vois. Donc,
pour l'instant, le deuxième truc, tu vois, c'était le trip duration machin truc là. Oui. Tu vois, ça je vais mettre nul pour l'instant, et ici je vais mettre le new lat long service. Donc, d'ailleurs, je crois qu'on s'en sert pas encore de ce truc là. Ouais. Ah merde, on s'en sert. Ça m'emmerde. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais être obligé de l'implémenter, mais je vais renvoyer un truc assez simple, quoi. Je vais faire une implémentation super simple et on fera l'implémentation plus tard. Donc ici, si je viens ici, en fait, donc ça c'est mon peu. Enfin ouais, je vais le faire comme vous pouvez le faire. Donc, je prends le nom ici, je viens dans mes services, je rajoute ici une nouvelle classe, Trip Duration Calculator, qui est la vraie implémentation dont on va se servir, qui doit hériter de I Trip Duration Calculator. Il va me dire tu n'implémentes pas blablabla blablabla blablabla. Et ici je vais renvoyer tout le temps return time span 0. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros ça met 0 secondes pour aller de l'un à l'autre. D'accord, ouais. Voilà. C'est évidemment par la suite. Oui, ça, je comprends quoi. Ici je vais juste mettre un petit hop to do de point use API of Google. D'accord. Et donc tout ça pour dire que maintenant, eh bien, je peux enfin avoir ici dans mon programme, tu vois, j'ai bien mon match processor, j'ai bien mon process ici, et lui, tu vois, le DB repository qu'on lui a injecté, c'est le vrai, c'est celui qui va se connecter à la base de données, et donc il va vraiment commencer à travailler avec la base de données. Et si tu regardes, la fin du process ici, c'est de renvoyer un potential match. Et le potential match, il est mis ici. Et si on a un potential match, on va demander de le stocker dans la base de données. Okay. Alors moi ici, je vais être... on va essayer, mais à mon avis, il risque d'y avoir 0 utilisateur parce que 10 km à la ronde, c'est peut-être pas assez par rapport aux utilisateurs qu'on a mis. On va essayer. Et alors je vais juste rajouter... Ça c'est pour que nous on le sache. Comme ça on saura s'il s'est passé des choses ou pas. Dans notre DB repository, je vais ici rajouter un petit console writeline pour dire qu'on est en train de add match. Hop. Allez, on peut lancer ça. Oui, crétin. Donc ça, il a râlé parce que ici, je lui file toujours un nul ici. Tu vois, je me suis amusé à faire l'implémentation, mais je lui file pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ici, il a râlé parce qu'il avait un nul référence exception. Alors que vu que tu avais implémenté ta... Ah tu vois, il a rajouté des matchs, tu vois. Donc il a rajouté toute une série de matchs dans la base de données. Et donc si maintenant je viens ici dans mon potential match, select. Excellent. Donc il m'a rajouté des matchs, par contre il ne les construit pas encore bien. Tu te souviens, le user A, le user B, on les a pas encore mis. Je me permets de le faire, je sais que tu es fatigué, mais on va quand même le faire. Donc ici, je vais tous les déliter. Parce qu'en fait il manque des valeurs. Je vais tous les déliter, et ça en fait ça vient du fait que... en fait on va le faire via un test unitaire. En fait ici, ce que je veux, c'est que dans mon test ici, tout à la fin j'imagine qu'il y en avait un qui faisait le test si ça marche, ou pas. Voilà, il manque un test dans le cas où ça marche. Donc ici, je reviens dans mes tests unitaires, donc là on n'est pas que dans la DB, donc insert potential problème qu'on avait eu, tu vois. Donc ça, typiquement, quand tu vois qu'il y a un bug en production, donc c'est ce qu'on a eu, hein, on a lancé notre truc, il y a eu un bug, tu refais un petit test unitaire qui va remettre dans la situation dans laquelle tu es. Donc la situation dans laquelle je suis, elle ressemble très très fort à ça. Hop. Et maintenant, donc, le arrange, c'est le même, en gros je veux 2 utilisateurs, hein.
Le act, c'est le même, je veux processer. Par contre, le assert, il est différent. Ce que je veux, c'est que... ce que je veux, en fait, c'est récupérer le fameux potential match qui a été créé. Ok? Alors ça va être encore un petit peu différent. Comme ça, je te montre encore des trucs. Donc, je vais faire un petit setup de cette méthode-ci. Et je vais dire que... Donc, ce que je veux, en gros, c'est récupérer le potential match qui va être stocké ici. Oui. Donc, tu te souviens, le processeur, donc il va processer, et s'il reçoit un potential match, il va demander au DB repository de le stocker. Ok? Et ben moi, donc c'est ce que je fais, hein. Le DB repository mocked. Ce que je veux, c'est setup cette méthode-là. Et ce que je veux, c'est que quand on l'appelle, call back, voilà. Donc, quand on l'appelle avec, je sais pas s'il est suffisamment intelligent. Donc je vais d'appeler le potential match. Attends, juste 2 secondes parce que. Donc, new. Désolé, je sais que ça c'est un peu chimique. Voilà. Potential match. Stored. J'écris tout, après je t'explique. Potential match. Nul. Non, c'est pas que ça lui retourne rien, je l'initialise vite quoi. Voilà. Donc ici, bon, dégage. Je dézoome un petit peu pour tout avoir sur l'écran. Hop. Donc, cette ligne-ci, qu'est-ce que je fais? En gros, donc j'ai prévu une variable, je veux en gros remplir cette variable-ci avec ce que lui va me mettre quand il va m'appeler ici. Ouais. Donc attends, là je suis dans le match processor. Oui. Ce que je veux, c'est que quand lui va calculer le match, il va demander au DB repository de le stocker. D'accord. Il va passer en paramètre ce qu'il veut stocker. Et ben moi, mon but, c'est de récupérer ça dans cette variable-ci. Ah, ok. Ok. Donc je prépare déjà la variable. Je la prépare mais vide. Ensuite, je dis, vu que c'est au moment où on va appeler le store potential match que je vais pouvoir le récupérer, ben, c'est le setup de cette méthode-ci qui va me permettre de le faire. Et ce setup-ci, en gros, ce que je lui dis, c'est que ben, il faut m'appeler ce truc-là. Et ce truc-là, en fait, en gros, je vais recevoir mon potential match ici qu'il essaye de me passer ici, que je vais appeler M. Ben, le M, je le mets là-dedans. Ok, ouais, il lui retourne, d'accord. Voilà. Bon, si c'est un peu chimique, tu repasseras la vidéo pour Ouais. une fois. Et donc, à la fin, ce que je vais faire plusieurs asserts. Donc, oh, c'est pas ça que je voulais. À la fin, je vais faire plusieurs asserts. Donc, assert.isNotNull. Première chose, je vérifie bien que mon store potential match il n'est pas nul. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, assert.isNotNull aussi. Potential match.userA. Donc, le problème qu'on avait dans la base de données, c'est qu'il m'a créé tous des potential match avec user A et user B qui sont nuls. Et ça, en fait, ben, je fais ce test-là pour bien m'assurer que maintenant ils sont plus nuls. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore implémenté, donc je m'attends à ce que le test foire, tu te souviens. Donc si je fais run, je m'attends. Is not nul. Ici, il a failed. Ici, sur le user A. Donc on peut mettre des petits messages. Attends. Alors, ben voilà. Il me génère tout à ma place, donc ça c'est super cool. Hop. Donc moi j'ai un petit outil qui me génère tout à ma place, vous devrez le taper vous-même, mais en gros voilà. Donc ça c'est un petit message qu'on va voir arriver, donc je relance le test. Et là ici, voilà. Il me dit que ça a failed, et ça a failed au moment où il a essayé de faire ça ici. Il te dit exactement ce message-ci que tu as mis, et ça nous aide bien, donc ça montre bien que user A est nul, donc ça présente bien le problème qui s'est passé. Et en fait le problème qu'il y a, c'est que quand ici on calcule le potential match,
ici, on devrait mettre ici Et user A user égale l'utilisateur qu'on a ici. Et User puis B, user B, user, voilà, c'est ça. Ici, c'est other user. Voilà. Et en faisant ça, maintenant, si je fais run unit test, voilà. Tu vois, Parce qu'on a dû affecter les valeurs maintenant. c'est ça. Et donc maintenant, si je relance mon programme, donc tu vois, non seulement j'ai corrigé le bug, mais en plus j'ai créé un test qui va vérifier que le bug ne va jamais se reproduire. Donc si je relance mon programme maintenant, il va me créer tous les trucs en DB. Ouais. Ah merde, c'est le C'est à cause de ta DB? non, attends. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, vu qu'il est tard, je vous expliquerai ça plus tard, mais en gros, ce qu'il faut, c'est contexte. Set unchanged. B. Ça devrait régler le problème. Je vous expliquerai une fois pourquoi. Voilà. Donc là, tout s'est bien passé. Il a bien créé les trucs dans la base de données. Juste en 2 mots, ce qu'il y a, c'est que de la manière dont c'était fait, je vous expliquerai pourquoi, mais de la manière dont c'était fait, lui, il avait compris que le potential match, il devait le rajouter, mais aussi l'utilisateur A et l'utilisateur B, et il nous disait, je peux pas rajouter l'utilisateur A, parce qu'il y a déjà un utilisateur qui a cet ID là dans la base de données. Ah, ok. Et en faisant ça, je lui dis, ouais, mais t'inquiète, l'utilisateur A que tu vois ici, il est unchanged. Donc il n'a pas changé. Il n'essaye pas de le rajouter dans la base de données. Il ne considère pas qu'ils sont changés ni l'utilisateur A ni l'utilisateur B. Et en faisant ça, il ne va pas essayer de les rajouter dans la base de données. Et donc si maintenant je viens dans ma base de données et que je rafraîchis ça, voilà. Et ok, et là il a mis en plus. Donc là il a généré les ID, hein, donc ça c'est il le génère tout seul. Et alors le user A et le user B, eh bien il a créé tous les matchs potentiels. Ok. Tous les matchs en fonction des fameux 5 km, machin bidule truc. Et savoir liquéfaction. Voilà, donc je vais arrêter